il y a énormément d'anecdotes, il y a des faits précis, il y a des noms, des lieux, des dates qui sont cités. Donc ça fait que le livre il est passionnant. J'oubliais de le préciser, quand il était à Prudential, il explique que il y a l'un de ses amis qui lui a conseillé que s'il partait aux États-Unis, il fallait pas qu'il prenne l'ascenseur seul avec une femme parce que bon voilà, à tout moment on pouvait essayer de le faire tomber, soit par des problèmes de gestion, c'est-à-dire l'accuser d'avoir mal géré ça ou ça, d'avoir détourné de l'argent, soit sur des questions de meurtre. Salut à tous, j'ai lu le livre de Tidjane Thiam qui est sorti il y a à peu près 3 semaines et je vous propose dans cette vidéo-là, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le lire, de revenir sur ce qui est dit dans ce livre parce que c'est très rare que les hommes politiques chez nous écrivent leur mémoire. Très souvent, certains le font quand ils ont fini de gouverner, mais c'est très rare des hommes politiques qui se livrent comme ça dans un livre, qui reviennent sur l'ensemble de leur parcours. Certains l'ont fait, mais pas eu tous. Donc, je vous propose de revenir sur l'essentiel de ce qui a été dit dans ce livre de Tidjane Thiam. Restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, et pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube grâce à cette vidéo là, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de la partager. Tidjane Thiam a donc publié ce bouquin Without Prejudice. Alors le livre n'est pas encore traduit en français, donc pour l'instant la seule version qui est disponible c'est la version en anglais. Alors Thiam s'en est expliqué lui-même en disant que c'est parce qu'il avait eu beaucoup de difficultés à écrire en français du fait qu'il a passé toute sa vie à travailler en anglais, et puis aussi il avait dit que il y a certaines parties du livre, et c'est vraiment, même quand j'ai lu notamment les parties qui concernent ces différents postes qu'il a occupés à Prudential et au Crédit Suisse, en tout cas dans la haute finance, il y a des thèmes qui sont extrêmement techniques en anglais, et tous ceux qui ont déjà parlé un petit peu de finance savent à quel point il est difficile pour les financiers de s'exprimer sans mettre de l'anglicisme. Et donc Tidjane Thiam a préféré écrire son livre en anglais, ce qui s'entend. Moi, j'y vois une deuxième raison, qui est que quand on lit le bouquin, on comprend tout de suite que la cible de ce livre-là, c'est pas simplement les électeurs ivoiriens, c'est aussi tout le milieu de la finance internationale, les gens que Tidjane Thiam a fréquentés. Mais surtout, on voit qu'il a écrit aussi le livre pour dire sa part de vérité sur plein d'affaires, plein de choses qui se sont déroulées dans sa carrière. Et comme il dit, dans les postes qu'il a occupés, il n'a véritablement pas eu le temps, ou bien il n'a pas voulu à chaque fois s'exprimer sur un certain nombre de choses. Donc, il a décidé de tout dit dans ce livre. C'est ça qui fait que ce livre est intéressant. Il y a énormément d'anecdotes. Je vais vous en donner quelques-uns. Vous allez voir, il y a énormément d'anecdotes. Il y a des faits précis, il y a des noms, des lieux, des dates qui sont cités. Donc ça fait que le livre il est passionnant. On découvre la vie de Tidjane Thiam depuis sa jeunesse, son enfance, jusqu'à ce qu'il retourne récemment en Côte d'Ivoire. Et vers la fin, il développe aussi ce que moi j'appellerais son idéologie politique. Donc c'est un livre assez complexe pour ceux qui peuvent lire en anglais. Il me semble qu'il y a une version française qui va sortir, mais ce n'est pas encore le cas. Je vous invite à vous le procurer. Le livre est divisé en 7 chapitres. Et les 7 chapitres, c'est un peu chaque étape de la vie de Tidjane Thiam. Donc le premier chapitre concerne son enfance. Je vais revenir là-dessus. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Moi, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas, par exemple. On va en parler. C'est en lien avec le président Houphouët-Boigny d'ailleurs. Il parle de son passage en France. J'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que je pense que pour tous les jeunes Ivoiriens, Africains, même au sens large, qui sont venus étudier en France et qui travaillent en Europe, c'est extrêmement intéressant tout ce qu'il développe là-dessus. Je vais revenir. Ensuite, le 3e chapitre parle de son retour en Côte d'Ivoire quand il est reparti pour diriger le BNet et devenir notamment ministre du plan du président Bédié. Extrêmement intéressant également les détails, comment il raconte cette partie de la vie de notre pays. Ensuite, sa vie à Londres. Ensuite, il a parlé de son passage au Crédit Suisse. Bon, ça, j'imagine que vous savez un peu de quoi il est question puisque ça a été beaucoup médiatisé, notamment sa démission, etc. Mais surtout, ce qu'il dit par rapport au rapport professionnel qu'il a eu là-bas et surtout à son intégration, c'est extrêmement précieux. Et ensuite, il parle de ce dernier chapitre, Africa Century, donc le siècle des Africains, si on peut le traduire comme ça, qui quelque part
fait montre un peu de ce que moi j'appelle son idéologie politique, puisque dans cette partie-là, il développe extrêmement bien ce qu'il a compris quand il est rentré en Côte d'Ivoire, de l'évolution de l'Afrique et surtout des politiques qui, de son point de vue, seront nécessaires à l'avenir pour développer nos pays. Donc, franchement, c'est extrêmement... Moi, j'ai l'habitude de lire des bouquins de plusieurs hommes politiques. Mais j'ai particulièrement apprécié ça. D'ailleurs, ça se lit facilement. C'est 200 pages de lecture, mais bon, voilà, ça se lit facilement parce que, encore une fois, il y a extrêmement des choses intéressantes. Donc, en ce qui concerne le premier chapitre sur son enfance, alors, moi, j'avoue que j'ai découvert beaucoup de choses. Déjà, on apprend que Tidiane Thiam, c'est quelqu'un qui a vécu une espèce de traumatisme dans son enfance parce que jusqu'à, je crois, ses 4 ou 5 ans, il n'y avait pas son papa. Son papa n'était pas là, tout simplement parce que son papa était en prison. Et son papa avait été emprisonné par le président Félix Houphouët-Boigny. Paraît-il qu'il y avait une prison, par exemple, à Yamoussoukro, qu'on appelait la prison d'Assabou. Et dans cette prison-là, on incarcérait essentiellement les opposants à Houphouët-Boigny. Et son papa, il travaillait avec Houphouët, il était dans le PDCI, quoi, parmi les cadres du PDCI. Et il y a eu un moment où Houphouët était un peu pris par cette paranoïa du pouvoir. Il pensait que tout le monde voulait faire des complots avec lui. Et il a décidé d'emprisonner un certain nombre de cadres, dont le papa de Tidiane Thiam. Alors, c'était un peu surprenant parce que Thiam est le fils de la nièce du président Houphouët. Donc, très clairement, on se dit, mais c'est bizarre quand même qu'ils mettent en prison son beau. Mais voilà, c'est le pouvoir qui est comme ça. Et ce qui fait que Tidiane Thiam, au moment où il naissait, son papa était en prison. Et jusqu'à ses, je crois, 4 ou 5 ans, hein, si je ne m'abuse pas, selon ce qu'il explique, il n'avait pas son papa. Donc, c'est quelque chose qui l'a énormément traumatisé. Ensuite, lorsque son papa sort, il est envoyé au Maroc en tant qu'ambassadeur. Et c'est là-bas que Thiam va donc commencer ses études dans un lycée français. Et il raconte à quel point c'était un peu compliqué parce qu'il était le seul petit africain, le seul petit noir, on va dire. Et il racontait par exemple que parfois, le chauffeur les déposait et les gens venaient cracher sur leur voiture. Vraiment des actes un peu de racisme qu'il a vécu déjà au Maroc étant très petit. Ça l'a beaucoup marqué, on le sent quand il explique dans le livre tout ça également. Et il y a surtout moi ça qui m'a beaucoup marqué, là où son père a été victime d'un attentat qui s'est passé lors d'un anniversaire du roi du Maroc. Tout ça a contribué à faire de lui quelqu'un dès le départ confronté à beaucoup de difficultés dans le cercle familial. Comme je l'ai dit, son père qui est en prison, les difficultés au Maroc. C'est vrai qu'on pourrait dire, bon, il était le petit-fils du Houphouët, il avait une vie plutôt agréable, etc. Il a quoi à se plaindre? Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'à chaque catégorie de population, ses problèmes. Et on découvre dans ce livre que Thiam a quand même vécu une enfance, je ne sais pas si je dois dire traumatisante, mais en tout cas, quand il raconte dans le livre, on découvre que ça n'a pas toujours été très fun, son enfance en fait, malgré tout le confort qu'il avait, malgré le statut qu'il avait. Voilà. Et en fait, ça a un lien avec justement quand il a son bac, il passe son bac à Abidjan au lycée classique. Il a son bac à Abidjan, il vient à Polytechnique en France et là, il raconte vraiment, d'abord, il est au lycée Saint-Geneviève qui est le lycée des classes préparatoires en région parisienne. Et vraiment, il raconte dans cette partie-là les difficultés qu'il a eues en France, notamment du fait que, bon, voilà, il était noir et il était à Polytechnique, il était brillant. Et ses camarades de classe, il raconte par exemple qu'il allait dîner plusieurs fois chez des camarades de classe à lui. Et en fait, leurs parents étaient un peu étonnés de voir que, déjà, bon, il est noir, il est à Polytechnique et en plus de ça, il est major. Bon, bref, en fait, il a vraiment vécu des situations de discrimination comme ça, quoi. Parce que une fois, il avait pris une voiture avec son ami et à chaque fois qu'il roulait dans Paris, on l'arrêtait, la police le contrôlait, etc. Quand il sort de Polytechnique, il a eu beaucoup de difficultés, notamment à trouver un emploi, à trouver même un stage. Et moi, ça m'a marqué parce qu'il raconte que, en fait, c'est son père qui, à travers ses relations, parce que bon, voilà, il était diplomate, il était politicien, à travers ses relations, a été obligé de faire jouer ses relations pour que lui, qui est sorti major de sa promo à l'X, enfin à l'école des mines, trouve un stage. Donc ça a été quand même assez surprenant. Et on imagine que le traumatisme que ça peut faire de vous rendre compte que vous êtes brillant, mais vous n'arrivez pas à trouver de stage, tout simplement parce que bon, vous êtes noir, quoi, voilà. Et donc, en fait, tout ce qu'on peut dire, c'est que il a vécu une très belle scolarité, mais il a eu beaucoup de difficultés à s'intégrer, tout simplement parce que, bon, je ne sais pas si c'est toujours valable, peut-être que les choses ont évolué, mais
en son temps, on comprend que les gens avaient du mal, en tout cas, à accepter qu'un noir soit à ce niveau-là, en fait, qu'un noir soit premier, qu'il soit le major. Et Thiam l'explique clairement. Et d'ailleurs, voilà, c'est quelque chose qu'il a toujours dit. Donc, ça me surprend pas beaucoup. Je l'avais déjà entendu dire ça dans certaines conférences. Et par exemple, il y a une partie qui m'a beaucoup marqué, c'est que lorsqu'il sort du Polytechnique, tous ses camarades de classe obtiennent du boulot. Ils obtiennent des stages, ils obtiennent du boulot, sauf lui, qui n'arrivait pas à trouver du boulot fondamentalement. Donc, il commence à travailler chez McKinsey, qui est une firme américaine, en tant que consultant. Voilà, il travaille chez McKinsey et ensuite, il va partir en Côte d'Ivoire parce que, voilà, le président Bédié va le nommer directeur du BNet. Et ensuite, il va être nommé ministre du Plan et du Développement. Et donc, il raconte à quel point... Et c'est là où, moi, je trouve que parfois... Enfin, il faut donner à César ce qui appartient à César, quoi. C'est-à-dire qu'on découvre dans ce livre-là qu'ils ont mis en place plein de projets et même ils ont structuré des plans de développement qui sont encore valables aujourd'hui, hein, le 3e pont. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on le dit comme ça, on dit, enfin, en langage ivoirien, on dit, oh, c'est Doi, machin. Mais il le raconte, il cite des noms, il cite des dates, des faits. Donc, d'ailleurs, je suis un peu étonné de voir que depuis que le livre est sorti, il n'y a pas beaucoup de commentaires là-dessus, il n'y a pas beaucoup de discussions là-dessus. Peut-être parce que c'est en anglais et que beaucoup de personnes ne peuvent pas lire en anglais. Ce qui peut se comprendre, hein, c'est difficile de lire en anglais. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce livre-là qui répondent à beaucoup de questions auxquelles on se pose depuis que Thiam est rentré en politique. À chaque fois qu'il a dit que oui, c'est moi qui ai monté tel ou tel projet, bon, il y a des gens qui ont remis ça en question, mais il développe quand même très bien ça dans ce livre et on voit que clairement, à cette époque-là, il y a quand même beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui nous permettent aujourd'hui de profiter encore de ces infrastructures, même si voilà, beaucoup a été réalisé après parce qu'il y a eu le coup d'État, mais vous conviendrez avec moi que l'État est bien évidemment une continuité, donc voilà, on peut pas lui reprocher ça. Et donc, il raconte très bien cette partie-là, comment voilà, il est devenu ministre, ensuite le coup d'État est arrivé. D'ailleurs, au moment où le coup d'État arrivait, il n'était pas sur le territoire, il était en mission, puis en vacances de quelques jours pour voir sa famille aux États-Unis. Et il a appris que le président Bédié avait été renversé. Il décide malgré tout de rentrer. Et c'est marrant parce qu'il raconte un peu ça, comment il a pris beaucoup de précautions en allant voir des organisations internationales de défense des droits humains pour essayer de prendre un certain nombre de projets avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Et pourquoi il rentre? Il rentre parce que quand le coup d'État arrive, il est à l'extérieur et il dit, c'est son frère qui lui dit, il faut que tu rentres, sinon ils vont te considérer comme un fugitif et ils vont penser que tu as des choses à te reprocher. Donc il décide de rentrer en Côte d'Ivoire malgré qu'il y avait un risque qu'il soit arrêté, mais voilà, il rentre, on le place en résidence surveillée. Gueye lui propose un poste dans son gouvernement, je crois que c'était secrétaire général du gouvernement ou quelque chose de ce genre. Il refuse de rentrer dans le gouvernement de Gueye Robert. Donc il reste quelques jours à Abidjan et on lui donne l'autorisation du parti, donc il quitte la Côte d'Ivoire et là, c'est là où il ne revient plus jusqu'à ce qu'il parte en 2021. Donc, alors là, je passe là-dessus, mais c'est vraiment raconté dans les détails, quand il est arrivé à Abidjan, comment ça s'est passé, l'état dans lequel il a trouvé le pays, comment ils l'ont conduit la nuit dans une voiture avec plein de militaires pour aller voir le général Mathias Doué. Et il cite les noms, vraiment, il cite les noms, les dates, les jours. Donc voilà, c'est assez détaillé, ça permet vraiment de comprendre beaucoup de choses. Et pour moi, quand on apprécie Tidjane Thiam ou pas, etc., mais ça répond vraiment à cette question-là qui est de savoir si véritablement il est ce qu'il est, est-ce que voilà, il a déjà travaillé pour le pays, est-ce qu'il connaît la Côte d'Ivoire. Je pense que nous qui sommes jeunes aujourd'hui, parfois ne connaissons pas suffisamment même l'histoire de notre pays, des rôles de chacun. Donc ça fait que il est important quand certains sortent des livres comme ça, de les lire pour découvrir en fait dans le fond, parce qu'on peut pas tout dire dans les vidéos, sur internet, voilà, mais dans un livre on a le temps de tout écrire. Et moi très honnêtement j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça. Donc ça, c'est le chapitre Côte d'Ivoire. Et ensuite, il raconte un peu à Londres. Bon, là, c'est vraiment, il est dans l'âge d'or. Hein. Il va donc diriger, mais avant ça, il y a eu quand même Aviva. Il a dirigé Aviva. Il va retourner à Londres. Aviva, qui était aussi un groupe d'assurance. Il va diriger Prudential, où il va vraiment faire, on va dire, ses années de gloire jusqu'à ce qu'il soit rappelé par le Crédit Suisse. Et
voilà, on sait tous comment ça s'est terminé. Je pense que pour des questions de procédure judiciaire, ils ne rentrent pas trop dans les détails sur ce qui s'est passé au Crédit Suisse. Mais en tout cas, on découvre qu'il a pris une entreprise qui était dans un état assez délabré, avec des informations qui lui étaient cachées, notamment des affaires hyper sombres de l'entreprise qui manifestement était habituée, en tout cas selon ce qui est dit dans le livre, à des clients qui n'avaient pas des historiques tout à fait sains. Et Thiam a découvert plusieurs affaires sombres, des amendes à payer aux États-Unis parce que l'entreprise a été coincée dans des affaires d'évasion fiscale. Bref, et d'ailleurs, il dit quelque part que il a l'impression que quand on lui a donné l'entreprise, on ne lui a pas donné toutes les informations. Il cite le nom du directeur, il s'appelle Urs Rohner, je pense. Il avait discuté avec lui, il disait que clairement, le monsieur ne lui avait pas dit la vérité en fait sur l'état réel de l'entreprise. Malgré tout, il met en place un comité de restructuration et il réussit au bout de, je crois, 4 ans, non? Au bout de... il prend l'entreprise en 2000, je sais plus, 2014, 2015. En tout cas, il réussit au bout de quelques années à remettre l'entreprise sur les rails, à rendre l'entreprise profitable à nouveau. Et c'est là où des problèmes commencent, puisqu'il y a l'un de ces 4 dirigeants, donc le directeur de la banque d'investissement qui s'appelle Ibn Khal, si je prononce bien son nom, qui décide d'aller chez leur concurrent UBS. Et donc là, il se met en place un système apparemment de surveillance qui, selon ce que Thiam explique, est une pratique qui est tolérée dans les entreprises, puisque quand un concurrent, enfin quand quelqu'un quitte l'entreprise, il y a des clauses de non-concurrence qui font que vous êtes obligé de suivre la personne pour être sûr qu'elle respecte les clauses de non-concurrence. Bon, bref, en tout cas, Thiam explique que ce service-là, lui, n'était pas au courant. C'est le service de sécurité de l'entreprise qui devrait s'en occuper. Et bon, après, l'affaire a éclaté. Je précise qu'il y a eu une enquête interne qui a démontré que Tidjane Thiam n'était pas au courant que cette histoire avait été mise en place. Bon, malgré tout, il dirigeait l'entreprise, donc sa responsabilité a été engagée et il a été forcé, il lui dit comme ça, c'était une démission forcée. Mais Thiam dit des conclusions assez intéressantes de son passage, c'est qu'il conclut que, en fait, clairement, il pense que l'establishment, c'est-à-dire que voilà, le système en place à Zurich et même globalement en Suisse, n'était pas en mesure d'accepter ça, accepter qu'un noir dirige la plus grosse banque, l'une des plus grosses banques du monde et sans doute la plus grosse banque de la Suisse à l'époque. Donc voilà, il dit par exemple que ses enfants, ils étaient à Zurich et à chaque fois que son fils prenait les transports en commun, il était systématiquement contrôlé et que son fils avait attiré son attention sur le fait que la Suisse n'était pas, c'était pas une safe place pour lui parce qu'il se sentait pas forcément à sa place. Donc clairement, et il le dit, qu'il pense qu'il y a eu aussi des relents, enfin, des ressentiments un peu racistes, beaucoup racistes vis-à-vis de lui, et notamment dans la presse, où on essayait de fouiller dans sa vie privée, où vraiment on lui cherchait des noises partout. Et d'ailleurs, j'oubliais de le préciser, quand il était à Prudential, il explique que il y a l'un de ses amis qui lui a conseillé que s'il partait aux États-Unis, il ne fallait pas qu'il prenne l'ascenseur seul avec une femme parce que bon voilà, à tout moment on pouvait essayer de le faire tomber, soit par des problèmes de gestion, c'est-à-dire l'accuser d'avoir mal géré ça ou ça, d'avoir détourné de l'argent, soit sur des questions de mœurs, voilà, en créant des histoires avec une femme. Bon, vous savez comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, il raconte qu'une fois, ils ont dû faire suspendre un article, la publication d'un article quand il était au Royaume-Uni, parce que il devait publier un article comme quoi il avait des relations avec son assistante personnelle, ce qui était faux. Donc, ils ont pu démontrer que c'était pas vrai et donc ils ont pu faire suspendre la publication de l'article. Donc, tout ceci pour dire que, en fait, quand on lit les livres de Tidjane Thiam, il y a plusieurs enseignements. D'abord, on découvre qu'un cadre dirigeant noir, en tout cas, je ne sais pas si ça a changé, mais de ce qu'il raconte, il a toujours été victime d'un traitement particulier
ils se sont toujours montrés beaucoup plus durs envers lui. Par exemple, il raconte qu'il a échoué à une OPA. Donc OPA, c'est opération d'achat, un truc comme ça, quand on tente d'acheter une entreprise concurrente ou voilà, une autre entreprise pour entrer dans le business. Et il a échoué à faire l'opération. Et donc, ils se sont montrés extrêmement sévères avec lui, avec plusieurs contrôles, avec plusieurs audits. Et il dit clairement que, en fait, c'est parce que c'est un dirigeant noir. Sinon, ce n'était jamais arrivé à la City à Londres qu'on se montre autant sévère pour quelqu'un qui rate une OPA. Donc, clairement, il en tire la conclusion que le fait qu'il soit noir jouait aussi. Alors, on peut dire que oui, mais il se victimise. Ça, c'est très facile. Mais en réalité, quand on lit le bouquin, et vraiment, je vous invite à le voir, il donne des exemples, des situations. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, sinon on va faire 3 heures de vidéo. Mais il cite des faits, des moments, des exemples très précis. Par exemple, il y a une partie qui m'a marqué où on lui avait promis qu'il allait être directeur de Aviva. Et au dernier moment, le chairman, donc le directeur du conseil d'administration, ne respecte pas sa décision et il donne le poste à son collègue voilà, qui était britannique, qui était le directeur financier. Donc ça, il a très mal pris. D'ailleurs, il raconte que le monsieur est venu, lui a dit, bah voilà, prends tes affaires et quitte le bureau. Bon, bref, vraiment, il raconte des scènes qu'on ne peut pas imaginer si on ne le voit pas de l'intérieur, tel que c'est dit, tel que c'est raconté dans le bouquin. Donc la conclusion que moi j'en tire tout simplement, c'est que toute sa carrière, il a fait face à beaucoup d'adversités. Il a fait face à un environnement qui lui était clairement hostile. Des gens qui ne voulaient pas forcément de lui, ou bien des gens qui ne voulaient pas forcément reconnaître sa réelle valeur, ou bien des gens qui clairement mettaient en cause même sa légitimité ou sa crédibilité à diriger de telle ou telle institution. Par exemple, quand il dit que à chaque fois qu'il rencontrait des grands patrons français, les gens marquaient un étonnement du style « Ah ouais, tiens, toi aussi tu es polytechnicien ». Bon voilà, des petits gestes comme ça, anodins, mais qui clairement démontre des sous-entendus d'un état d'esprit qui n'est pas totalement intéressant, quoi. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que malgré la belle carrière exemplaire de l'extérieur qu'on a vue, Tidjane Thiam a fait face à beaucoup de discrimination, d'adversité durant son parcours professionnel en Europe. Je ne sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, il dit que l'un des meilleurs jobs, il pense qu'il a eu, c'est quand il était directeur du BNet. Parce qu'il a pris une entreprise à terre, ils ont réussi à structurer le BNet et ils ont réussi à faire que le BNet est ce que c'est. Et d'ailleurs, j'ai vu que récemment, Awa Domelo lui a rendu hommage en disant que voilà, Thiam lui a permis de reprendre une entreprise qui était totalement solide. Et il termine le livre par le chapitre sur le siècle africain où il développe justement sa pensée, le fait que quand il est retourné en Côte d'Ivoire, en Afrique, il a compris à quel point les gens avaient changé de mentalité et que la jeunesse africaine était de moins en moins complexée, qu'il a compris que justement il y avait une autre phase de décolonisation qui était en train de se mettre en place. Et donc pour cette raison-là, il développe l'idée que les Africains d'abord soient solidaires entre eux, le fait que la Côte d'Ivoire doit être en paix avec ses différents voisins. On imagine qu'il fait un clin d'œil au pays du Sahel vu leur relation actuelle avec la Côte d'Ivoire. Il parle du franc CFA et qui est pour lui, au-delà de ses avantages macroéconomiques, c'est-à-dire la stabilité des prix, pose un problème symbolique qui est que voilà, ça renvoie un peu à des vestiges un peu de la colonisation. Il développe le fait qu'il faut davantage développer les compagnies d'assurance, les fonds de pension qui vont financer l'économie et surtout arrêter d'emprunter beaucoup d'argent parce que voilà, pour lui la dette en fait de cette manière là ne va pas nous aider, d'autant plus que ça va asphyxier le pays à travers les intérêts. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, je suis passé sur beaucoup de détails, mais vraiment si vous avez la possibilité de lire en anglais, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Et puis voilà, le livre est disponible sur Amazon, hein, vous tapez Tidjane Thiam, vous allez voir. Et je pense qu'il y a une version française qui va sortir, je ne sais pas quand, mais en tout cas, excellent livre. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et encore une fois, comme je le dis, même si vous n'adorez pas forcément, même si Thiam, c'est pas forcément la personne que vous aimez le plus, ou même si vous êtes indifférent, mais si vous voulez, je pense que il faut lire les hommes politiques parce que
on s'exprime mieux dans un livre que dans une interview télé, vidéo, radio ou quoi, parce qu'on a le temps de se poser, on a le temps d'écrire et ça nous permet de comprendre le personnage. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, partage dans vos groupes WhatsApp, statut WhatsApp, sur Facebook. Et puis voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je répète encore une fois, faites-le. Merci.